Bonjour les quatrièmes, alors aujourd'hui une deuxième vidéo afin de poursuivre le chapitre 5 d'histoire qui s'intitule Conquêtes et sociétés coloniales. Vous retrouvez le titre sur l'écran. Avant d'aller plus en avant, je vous propose un petit rappel pour vous rafraîchir la mémoire. Je vous repropose notamment cette carte qui avait été vue dans la première vidéo qui vous montre le monde en 1815. Ce monde en 1815 est dominé par l'Europe. Vous retrouvez dans la légende les 5 grandes puissances européennes de l'époque, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France. Chacune de ces puissances est représentée avec une couleur différente et chacun des territoires qu'elle possède reprend cette couleur. Le violet pour le Royaume-Uni, le bleu pour la France, le vert pour l'Espagne, le rose pour le Portugal, le orange pour les Pays-Bas. En 1815, vous remarquez que la majorité des possessions européennes se situent en Amérique. C'est le continent qui a été colonisé presque intégralement depuis sa découverte par Christophe Colomb en 1492. Le Royaume-Uni possède le Canada par exemple, l'Espagne possède la Nouvelle-Espagne qui est le Mexique actuel et toute la façade ouest de l'Amérique du Sud, le Portugal a fait la conquête du Brésil, la France n'a plus forcément grand-chose après sa défaite face à l'Angleterre pendant la guerre de 7 ans, mais la France possède toujours la Guyane et des îles comme la Martinique et la Guadeloupe. Les autres continents sont également connus des Européens. Les Européens possèdent notamment quelques territoires sur le littoral africain, dans le sud de l'Asie et en Océanie. Vous remarquez que ces continents restent quand même très peu connus, notamment l'Afrique. L'intérieur de l'Afrique est encore terre inconnue pour les Européens. C'est le cas également de l'intérieur de l'Australie. Et puis les Européens se sont peu aventurés à l'intérieur de l'Asie, puisqu'à l'époque, il y a d'autres empires, d'autres pays très puissants, comme l'Empire de Chine. Cette domination européenne du début du 19e siècle va changer au cours du siècle. Et si on avance un petit peu dans le temps, nous arrivons un siècle plus tard, en 1914, et vous remarquez que parmi les changements principaux, l'Amérique s'est décolonisée. Les principales possessions européennes ont obtenu l'indépendance. Les États-Unis l'avaient obtenu dès la fin du 18e siècle, en 1783, après leur révolution. Et puis au début du 19e siècle, des pays comme le Mexique, par exemple, le Brésil ou l'Argentine se sont également émancipés et les Européens ont perdu cette domination. Les Européens se sont reportés par conséquent sur d'autres régions du monde, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. L'Afrique a pratiquement été conquise en entier. Vous remarquez que, par exemple, la France s'est emparée de tout l'ouest et de tout le centre de l'Afrique en créant deux grandes régions, l'AOF, l'Afrique occidentale française, et l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Le Royaume-Uni s'est taillé également une énorme part du gâteau en récupérant pratiquement tout l'est du continent africain, mais également l'Inde et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. À l'époque, la France et le Royaume-Uni sont les deux principales puissances coloniales du monde. Elles occupent pratiquement à elles deux la moitié de la planète. Ces deux cartes vous montrent qu'au XIXe siècle, donc, les Européens qui possédaient l'Amérique et qui l'ont perdue vont se reporter sur l'Afrique. Et donc le but du chapitre, ça va être d'étudier cette deuxième phase de colonisation. Un rappel de définition, la colonisation, ça consiste à découvrir un territoire, l'envahir, l'occuper et ensuite l'exploiter. Dans cette deuxième partie du cours, on va se poser la question suivante. Pourquoi coloniser? Pourquoi les Européens se sont-ils lancés à la conquête de l'Afrique? Quels étaient les objectifs de ces expéditions coloniales? Vous avez normalement déjà travaillé sur cette partie qui va être notre grand 1 du chapitre. Je vous mets le plan du cours au tableau et vous avez le temps de faire pause évidemment et d'écrire le titre. Notre grand 1 donc va répondre à cette question, pourquoi coloniser? À cette question, vous avez déjà réfléchi en étudiant les documents qui vous sont parvenus sur Pronote il y a quelques jours, notamment ici 3 unes de presse qui sont 3 unes d'un journal qui s'intitule Le Petit Journal, qui à l'époque, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, est l'un des grands quotidiens parisiens mis en circulation, qui se vend à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, et ce sera le cas jusqu'à sa disparition en 1944. Et donc le Petit Journal, il a une particularité, c'est que sa une doit taper à l'œil pour que les gens l'achètent, et donc à chaque fois, elle est illustrée richement grâce à des gravures. Et là, vous avez 3 exemples de une du Petit Journal qui évoquent la colonisation de l'Afrique. Et donc, votre travail consistait à essayer de trouver, grâce à ces unes, les causes qui pouvaient expliquer pourquoi les Européens s'étaient rendus en Afrique. Avec cette vidéo, je vous propose de revenir sur chacune des unes pour essayer d'en tirer l'essentiel des informations. La première une qui vous était proposée, c'est celle-ci, c'est la une du Petit Journal du 19 mars 1905.
Cette une du petit journal du 19 mars 1905, elle met à l'honneur un explorateur qui s'appelle Pierre Savorgnan de Brazza, qui est représenté ici, sur la une. Pierre Savorgnan de Brazza est un explorateur italien qui est né à Rome le 26 janvier 1852, mais c'est quelqu'un qui va grandir en France. C'est quelqu'un qui sert dans la marine française, qui devient officier de l'armée française et qui est naturalisé français. Et donc Savorgnan de Brazza va rentrer dans l'histoire puisqu'en 1875, il propose au gouvernement français d'aller explorer le cœur de l'Afrique, de remonter le fleuve Congo jusqu'à la source et d'explorer finalement cette région. Son expédition va durer de 1875 à 1878. Il est accompagné de très peu de gens, il a quelques soldats avec lui, il a également un médecin, il a également un explorateur, un naturaliste qui lui va étudier la région. Et Savorgnan de Brazza est parti avec des marchandises produites en Europe, des toiles de coton par exemple, des outils. L'objectif va être finalement d'aller à la rencontre des Africains, de sympathiser avec eux, de faire du troc, d'échanger les marchandises et d'en apprendre plus sur leur culture, sur cette région, sur cette civilisation que les Européens connaissent très mal. Savorgnan de Brazza va sympathiser avec les Africains, avec les habitants de la région du Congo. Il a une pratique coloniale qui est pacifique, il n'y va pas pour faire la guerre, il y va vraiment pour explorer la région. Il organisera une deuxième expédition de 1879 à 1882. Il sympathisera, comme je l'ai dit, avec les rois locaux à qui il proposera de se placer sous la protection de la France. Une manière de dire finalement de se placer sous l'influence, certains diraient la domination de la France. Savorgnan de Brazza d'ailleurs installera des Français sur place dans une ville qui s'appelle Nkouma et qui aujourd'hui, Nkouna, a changé de nom. Elle s'appelle aujourd'hui Brazzaville. Elle porte le nom de Savorgnan de Brazza et c'est l'actuelle capitale de la République du Congo. Après l'arrivée de Savorgnan de Brazza, d'autres Européens vont suivre, notamment des missionnaires par exemple qui vont tenter de diffuser la religion chrétienne dans la région. Brazza tombera rapidement en disgrâce toutefois puisque le gouvernement à l'époque voulait s'emparer des terres, les vendre à des sociétés privées. Brazza s'y opposera, il sera écarté de la colonisation, mis à la retraite. Il sera remplacé par un autre militaire explorateur qui a moins de scrupules que lui, qui s'appelle Jean-Baptiste Marchand. Et Brazza, jusqu'à la fin de sa vie, dénoncera les conditions de vie qui sont imposées par les Français dans la région. Il décède finalement en 1905 des suites d'une fièvre. Cette une de presse donc met à l'honneur Pierre Savorgnan de Brazza. Et elle vous donne l'une des premières raisons de la colonisation. C'est tout d'abord la curiosité, la découverte de nouveaux peuples, de nouvelles civilisations. Brazza ici est en train de s'entretenir avec un chef africain de la région. La population est derrière. Il faut imaginer que pour les Africains, c'est une surprise de voir arriver ces Européens. On ignore à ce moment-là ce qu'ils veulent exactement, et donc Savorgnan de Brazza est ici en pleine discussion avec ce chef africain. Il a derrière lui le drapeau français qui représente évidemment la nation qui le représente. Il a ses soldats qui sont avec lui, et derrière, vous remarquez à l'arrière-plan, les Africains amènent des cadeaux à Savorgnan de Brazza, ou en tout cas ils amènent des produits qui seront échangés par le troc. Cette première une vous montre donc une première cause de la colonisation, c'est la curiosité des Européens qui vont explorer des territoires qui auparavant étaient inconnus. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une deuxième raison qui est sous-jacente, qui est implicite, c'est également le christianisme, puisque souvent les explorateurs sont suivis par des missionnaires qui ensuite vont répandre la religion chrétienne. La deuxième une qui vous était proposée dans l'activité est celle-ci, c'est une une du Petit Journal, toujours, qui date du 19 novembre 1911. Cette une est un peu moins explicite que l'autre. Elle utilise des codes qu'il va falloir évidemment décrypter pour comprendre le sens. Je commence par un travail de description pour essayer de vous guider vers le sens à donner à cette une de presse. La description commence par le personnage principal, celui qui attire votre œil tout de suite. Ce personnage principal est ici, c'est cette femme. Cette femme, vous n'aurez pas de mal à la reconnaître, notamment grâce aux couleurs qui sont présentes sur sa toge, grâce à ce bonnet rouge qu'elle porte sur la tête. Cette femme, je pense que vous l'avez reconnue, c'est Marianne. Elle porte les couleurs de la France et elle porte sur la tête le bonnet phrygien, qui est un symbole de liberté. Cette Marianne, un symbole qui est apparu pendant la Révolution française et qui représente la France, a trois caractéristiques. La première, tout d'abord, c'est sa taille. Vous remarquez qu'elle est très grande, ou en tout cas, elle est beaucoup plus grande que les autres personnages qui sont présents sur cette une de presse. La deuxième caractéristique, c'est que elle a autour de la tête une sorte de lumière, comme un soleil. Ce soleil va être un symbole du savoir. Cette lumière, c'est le symbole du savoir. Et puis la troisième caractéristique,
Elle porte dans sa main gauche cette corne ici, de laquelle sortent des pièces de monnaie en très grande quantité. Cette corne, c'est la corne d'abondance, une corne qui symbolise la richesse, l'opulence, des richesses qui n'arrêtent jamais de se produire. Cette Marianne est en train de débarquer, comme l'indique la une, au Maroc. Et vous remarquez que les populations locales lui réservent un accueil qui est vraiment très cordial, très amical. Ce personnage, notamment, s'incline devant Marianne. Il a pris la cape de Marianne dans sa main, il est en train d'embrasser cette cape. Cet homme lui fait finalement une révérence. Il s'incline devant elle, symbole de soumission. Nous avons d'autres peuples, d'autres personnages qui sont ici, qui eux fixent Marianne, ils la regardent, ils la dévisagent, ils sont attirés par elle, attirés par sa lumière. C'est également un signe de soumission. Ce personnage qui est ici, lui, a un livre entre les mains. On peut suggérer, on peut imaginer que ce livre, c'est Marianne qui le lui a mis entre les mains. Marianne est arrivée avec le savoir. Et puis, on a ce personnage-là qui lui tient une sorte de charrue entre les mains pour fendre la terre. C'est un agriculteur, on peut imaginer que cette invention, cette machine, c'est Marianne qui la lui a apportée. En fait, le sens que vous pouvez donner à cette une, c'est que Marianne arrive avec toute sa grandeur, toute sa richesse, tout son savoir, toute sa splendeur, dans des terres qui, semble-t-il, sont peuplées par des gens inférieurs. Des gens inférieurs avec des guillemets. En fait, c'est une pensée raciste. C'est une pensée raciste qui consiste à dire que la France est une civilisation très grande, bien meilleure que ces civilisations qu'elle est en train de rencontrer, de conquérir, qui elles sont jugées inférieures. Cette une représente ce qu'on appelle la mission civilisatrice. Les Européens se sont mis en tête qu'ils étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus riches, beaucoup plus grands que tous ces peuples d'Afrique, et qu'il était, de fait, du devoir de la France de prendre leur territoire pour leur apprendre tout ce qu'ils ignorent. Au passage, Marianne semble arriver sur cette plage de manière totalement pacifique. Ce que la une montre en arrière-plan, c'est qu'une armée, visiblement, est avec elle. Ici, on a un chef de l'armée coloniale française, et donc on peut se poser la question de savoir si ce débarquement est si pacifique que ça. Vous aurez la réponse dans la suite du cours. Et puis enfin, la troisième une qui vous était proposée, c'est celle-ci, c'est la une du Petit Journal du 7 mars 1891. Elle est assez neutre cette fois-ci, elle vous montre l'armée coloniale française, elle vous montre une autre raison pour laquelle les Français et les Européens en général se sont lancés à la conquête de l'Afrique, c'est pour la gloire, pour faire des conquêtes, pour annexer des territoires, annexer des peuples, et pourquoi pas les greffer à leur armée. Vous avez ici un soldat français, avec son uniforme bleu, blanc, rouge, mais vous remarquez qu'il est entouré par des soldats qui ont des uniformes bleu, blanc, rouge également, mais qui sont des soldats qui proviennent des colonies d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, d'Asie. Et donc cette armée coloniale s'est enrichie avec des soldats qui viennent des quatre coins de l'Empire français. En fait, si je résume ces trois unes de presse, la première vous montre deux causes de la colonisation. C'est la curiosité et l'exploration de nouvelles terres, suivie ensuite d'une mission de conversion au christianisme des peuples rencontrés. La deuxième une vous montre la mission civilisatrice que se sont donnés les Européens, apporter le savoir, la richesse et la paix à des peuples qui, soi-disant, sont inférieurs aux Européens. Et puis, la troisième une vous montre l'envie de conquête et surtout l'envie de contrôler des peuples supplémentaires pour agrandir nos armées et agrandir notre puissance. Ces causes sont reprises dans un autre document que vous aviez à étudier, qui est un discours de Jules Ferry, et Jules Ferry apporte d'ailleurs d'autres éléments de réponse. Jules Ferry, vous connaissez son nom, c'est un homme politique très important de la fin du XIXe siècle. Jules Ferry restera notamment dans l'histoire pour avoir été un ministre de l'Éducation nationale important, et en tant que ministre de l'Éducation, Jules Ferry avait rendu l'école gratuite, laïque et obligatoire de 6 à 13 ans avec ses lois de 1881-1882. Là, nous sommes le 28 juillet 1885, Jules Ferry fait un discours devant la Chambre des députés, c'est-à-dire l'Assemblée nationale française. Et donc, il va essayer de défendre la colonisation face à une assemblée qui comporte des membres qui, eux, sont contre. Et donc, l'Assemblée demande des comptes et Jules Ferry tente de justifier, il y parviendra d'ailleurs, il tente de justifier la colonisation. J'attire votre attention sur le premier paragraphe, il parle « Messieurs ». Messieurs parce qu'il n'y a pas de femmes à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous qu'à l'époque, les femmes n'ont pas le droit de vote, elles ne sont pas élues, l'Assemblée est constituée de députés qui ne sont que des hommes. Jules Ferry dit donc, messieurs, il y a, je crois, quelque intérêt à résumer sous forme d'arguments les mobiles qui justifient la politique d'expansion coloniale, bien entendu sage, modérée, et ne perdant jamais de vue les grands intérêts continentaux qui sont les premiers intérêts de ce pays.
Deux mots sont intéressants ici. C'est que Jules Ferry parle d'une expansion coloniale qui est sage et modérée. Sous-entendu, ce que nous faisons est bien, et nous le faisons bien. On pourra remettre en cause dans la suite du cours les propos de Jules Ferry. Certains députés ne gêneront pas d'ailleurs pour le faire, ce sera le cas d'un député qui s'appelle Georges Clemenceau. Jules Ferry continue son texte en abordant tout d'abord le point de vue économique. Pourquoi ces colonies ? Questionne-t-il. Il dit « La forme première de la colonisation, c'est celle qui offre un asile et du travail au surcroît de population des pays pauvres ou de ceux qui renferment une population exubérante. Exubérante, c'est une population qui ne cesse de s'agrandir, d'augmenter, de croître. Nous sommes à l'époque de l'âge industriel. La population française, mais européenne en général, et mondiale en général, augmente. Elle augmente très très rapidement. Elle augmente très rapidement car elle profite notamment des progrès qui sont issus de l'âge industriel. Pour Jules Ferry, il n'y a plus assez de travail en France pour tous ces gens, et donc les colonies sont, d'une certaine manière, un moyen d'évacuer ce surcroît de population qui pourra aller travailler ailleurs, et qui trouvera du travail ailleurs. C'est le premier argument. Son deuxième argument économique, c'est de dire que les colonies sont, pour les pays riches, un placement de capitaux des plus avantageux, au temps où nous sommes et dans la crise que traversent toutes les industries européennes, la fondation d'une colonie, c'est la création d'un débouché. Là, à nouveau, Jules Ferry fait un lien avec l'âge industriel. L'industrie est apparue, l'Europe produit énormément, elle produit parfois trop, il n'y a pas assez de clients en Europe. Pour Jules Ferry, les colonies sont un débouché, c'est-à-dire, finalement, des clients qui achèteront nos produits. Au passage, évidemment, ces produits industriels fabriqués par les Européens ont besoin de matières premières, des minerais par exemple. Ces minerais seront pris par les Européens en Afrique. L'Afrique, au passage, deviendra un réservoir de matières premières. Jules Ferry continue en disant « Messieurs, il y a un second point que je dois également aborder, c'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. » Là, Jules Ferry fait un lien avec, notamment, la une de presse qu'on a vue sur laquelle Marianne apparaissait. Il dit « Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures, parce qu'il y a un devoir pour elles, elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » On retrouve l'argument raciste. Alors, on va écorner un petit peu l'image du bon Jules Ferry. Il a été un ministre de l'éducation remarquable, mais Jules Ferry a prôné une pensée raciste qui consistait à dire que les peuples d'Afrique notamment étaient des peuples inférieurs, qui ne connaissaient rien, et qu'il était du devoir des Européens, qui étaient eux dans la catégorie des races supérieures, de civiliser ces gens. Alors évidemment, sur un cahier, sur une copie, race supérieure, race inférieure, vous mettez des guillemets parce que ces propos sont intenables aujourd'hui. Ils étaient déjà intenables à l'époque d'ailleurs, c'est du racisme pur et simple. Là, Jules Ferry rappelle que finalement, la France est un grand pays, beaucoup plus grand que l'Afrique, et qu'il est de son devoir, finalement, d'aller conquérir l'Afrique. Jules Ferry dit « Une marine comme la nôtre ne peut se passer sur la surface des mers d'abris solides, de défense, de centres de ravitaillement. Alors qu'il est, vous savez qu'un navire de guerre ne peut pas porter plus de 14 jours de charbon, et qu'un navire qui n'a plus de charbon est une épave sur la surface des mers, abandonnée au premier occupant. » Là, Jules Ferry donne un argument notamment militaire. Les navires qui apparaissent à l'époque de l'âge industriel fonctionnent avec des machines à vapeur qui sont alimentées par du charbon. Il faut évidemment alimenter les chaudières. Les stocks de charbon dans un bateau ne sont pas infinis. Et Jules Ferry dit que ces colonies sont indispensables pour pouvoir faire le ravitaillement. Je vous remets la carte pour vous expliquer les conquêtes de la France. La France est ici. Elle possède des territoires qui sont en bleu. Finalement, si on prend l'argument de Jules Ferry, qui est un argument de dire que les colonies sont des centres de ravitaillement pour nos navires, imaginons un navire qui part de Nantes. Ce navire part de Nantes, il aura assez dans ses cales pour aller par exemple jusqu'au Sénégal. Au Sénégal, il pourra faire le plein de charbon et repartir. Il partira par exemple vers les Caraïbes. Il arrivera en Guadeloupe ou en Martinique où il pourra refaire le plein de charbon. Il passera le canal de Panama et ce navire arrivera dans le Pacifique, notamment en Indochine. L'Indochine, c'est le Cambodge, le Laos et le Vietnam qui à l'époque forment une terre française qui s'appelle l'Indochine. Ce navire refera le plein et il repartira vers Madagascar où il pourra refaire le plein et il repartira vers par exemple le Congo où il pourra refaire le plein et puis il retournera en France. Finalement, l'idée de Jules Ferry, c'est de se dire que grâce à nos colonies, eh bien, nous pouvons faire le tour du monde sans être dépendants de personne. Et à l'inverse, un navire qui a besoin de ravitaillement et qui s'arrêtera chez nous achètera notre charbon. C'est une source financière certaine. Et puis Jules Ferry donc le dit dans son texte, c'est pour cela qu'il nous fallait la Tunisie, qu'il nous fallait Saïgon et la Cochinchine c'est l'Indochine, qu'il nous fallait Madagascar, pour pouvoir finalement ravitailler nos navires qui vont faire des sauts de colonie en colonie et pouvoir de cette façon faire le tour du monde et contrôler notamment les océans. Et puis Jules Ferry termine en disant « Il faut que notre pays se mette en mesure de faire ce que font tous les autres, et puisque la politique d'expansion coloniale est le mode général qui emporte à l'heure qu'il est toutes les puissances européennes,
il faut qu'il en prenne son parti. Bon, là c'est l'argument de dire que puisque tout le monde fait des colonies, il faut absolument que la France ne se fasse pas distancer par les autres, puisque tout le monde fait des colonies, la France fait des colonies. Voilà. Vous avez, pour faire simple, les principaux arguments qui, à l'époque, justifiaient la colonisation. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de reprendre tout ça dans une trace écrite. Vous l'écrivez sur votre cahier. Elle va vous permettre de corriger l'activité que vous avez faite. Si vos réponses sur l'activité sont bonnes, évidemment, vous les conservez. L'activité, vous pouvez tout à fait la coller dans votre cahier et vous pouvez compléter. Un rappel de définition qui est important, vous l'avez déjà, mais je le redis. La colonisation, c'est finalement l'invasion, l'occupation et l'exploitation d'un territoire par un autre. Deux mots de vocabulaire que je rappelle. Le territoire conquis, c'est la colonie. Le territoire qui est conquérant, c'est la métropole. Jusque-là, c'est seulement un rappel. Le rappel de définition maintenant fait, il nous faut répondre à la question qui avait été posée au début du travail. Cette question était la suivante: pourquoi coloniser? Ce que vous pouvez noter, c'est que les Européens justifient leur conquête coloniale en donnant non pas une, mais plusieurs raisons. Plusieurs raisons que les Anglais, notamment, résument en 3 mots. Ce qu'on appelle les 3 G, puisque vous allez le voir, ce sont des mots qui commencent par la lettre G. Ce sont les mots glory, gold and God. Pour faire simple, la gloire, l'or et Dieu. La gloire, c'est l'idée que finalement, les Anglais vont avoir un énorme prestige, tirer profit de ces conquêtes, et ces conquêtes elles-mêmes vont tirer profit de la présence des Anglais en récupérant leur civilisation. Gold, c'est l'enrichissement que la colonie va procurer à la métropole, et puis Dieu, c'est l'installation sur place de la religion chrétienne. Les Français, eux aussi, notamment par la voie de Jules Ferry, justifient eux aussi leur conquête avec 3 mots, ce qu'on appelle nous en France les 3 C. Ces 3 mots, ce sont tout d'abord la civilisation, le deuxième c'est le commerce, et le troisième, c'est le christianisme. Je commence par la civilisation. En fait, l'idée, c'est que les Européens ont le devoir d'apporter leur savoir, leur connaissance à des peuples qui sont jugés, et là vous mettez bien des guillemets, inférieurs. C'est la pensée raciste de la colonisation. Les Européens sont persuadés qu'ils sont des gens civilisés, que les races européennes sont supérieures à toutes les autres, que les Africains finalement vivent dans des conditions qui sont archaïques, qui ne sont pas modernes, qui ne sont pas civilisés, que ce sont des gens qui ne connaissent rien, et donc les Européens se sont mis en tête que, avec une arrière-pensée raciste, que c'était leur devoir d'aller apporter à ces gens ce qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire la modernité, le savoir, la civilisation. Le deuxième C, c'est le commerce. Les colonies, pour les Européens, sont des réservoirs. Des réservoirs tout d'abord de main-d'œuvre. Ce sont des ouvriers, des paysans qui travailleront pour les Européens. Ce sont également des réservoirs de matières premières, des minerais par exemple, dont l'industrie européenne a besoin. Ce sont également des réservoirs d'agriculture, de produits agricoles. Je mets des points de suspension évidemment, le bois, etc., etc. Et puis ce sont des réservoirs de clients pour les produits qui sont fabriqués dans les usines d'Europe. N'oubliez pas que nous sommes en plein dans l'âge industriel, les industries tournent à plein régime, parfois elles produisent trop, on écoule nos produits en Afrique, et d'ailleurs souvent on les leur vend à prix d'or, ça participe à l'enrichissement de la métropole. Et puis le christianisme, bon là c'est plus simple finalement, des missionnaires se rendent dans les colonies pour diffuser la religion chrétienne. Donc voilà, vous avez les 3 principaux motifs de la colonisation, les 3 principales réponses à la question pourquoi est-ce que les Européens colonisent? Parce qu'ils sont persuadés qu'il est de leur devoir d'apporter la civilisation à des peuples qui soi-disant n'en ont pas, parce qu'évidemment il y a une visée commerciale, ces colonies rapportent énormément d'argent, et puis surtout les Européens souhaitent diffuser le christianisme, à une époque d'ailleurs où le christianisme est en perte de vitesse en Europe, l'Afrique devient finalement une terre chrétienne.
À ces causes principales, j'en rajouterai deux. Deux qui d'ailleurs commencent elles aussi par la lettre C. La première, c'est la curiosité. N'oubliez pas que les conquêtes coloniales, toujours, sont précédées par l'envoi sur place d'explorateurs. Vous pouvez citer comme exemple Pierre Savorgnan de Brazza, qui finalement se lance à la découverte du fleuve Congo, qui est un fleuve du centre de l'Afrique. Évidemment, ces explorateurs sont là pour faire des découvertes, rencontrer les populations locales. Souvent d'ailleurs, les explorateurs sont accompagnés de scientifiques qui vont étudier notamment les climats, les lieux. Ils sont entourés de naturalistes qui, eux, vont étudier notamment les plantes, de zoologistes qui, eux, vont notamment ramener des échantillons d'espèces animales qui, à l'époque, en Europe, pour certains, ne sont pas encore connus. Et puis la cinquième cause que vous pouvez rajouter, c'est la colonisation elle-même. Rappelez-vous, la colonisation, c'est la conquête d'un territoire, mais c'est également son occupation. C'est-à-dire que certains, pas tous évidemment, mais certains Européens vont s'installer dans les colonies, notamment en Afrique. Et donc cette installation, elle participe à la colonisation, c'est l'une des causes. Jules Ferry parlait d'un trop-plein de population. Certains Européens vont sur place. Certains Européens, notamment, vont en Afrique pour cultiver les terres africaines, pour finalement devenir agriculteurs, pour exploiter les mines. Alors certains le feront dans des conditions qui sont épouvantables pour les gens qui travaillent à l'intérieur, on le reverra après. Et donc voilà, vous avez, avec cette trace écrite, les principales causes de la colonisation. Elles n'y sont pas toutes, il y en aurait des dizaines d'autres, mais il faut retenir les principales. La première, c'est la civilisation. Les Européens souhaitent apporter un savoir sur place à des peuples qui, soi-disant, ne connaissent rien. Le deuxième, c'est le commerce, l'enrichissement personnel de l'Europe avec l'exploitation des matières premières et des populations locales. La troisième, c'est le christianisme, la diffusion de la religion chrétienne dans ces colonies, notamment en Afrique. La quatrième, c'est la curiosité, l'envoi d'explorateurs qui sont là pour découvrir des terrains qu'à l'époque nous ne connaissons pas. Et la colonisation elle-même. Nous prenons ces territoires pour y installer une partie de notre population qui va exploiter notamment ces territoires. Voilà, avec cette vidéo, vous avez la correction de l'activité qui vous avait été proposée, vous avez la trace écrite du cours, la suite du cours arrivera bientôt, et donc comme d'habitude, à bientôt.